Dans les 2 premières opérations, en fait, tellement qu'elle était longue, moi j'étais complètement, je pense, dans le coma, comme ça. Et puis j'ai vu vraiment le tunnel blanc, quand on parle pas forcément... Ah, d'accord. qu'on parle pas forcément, qu'on connaît pas aussi beaucoup cette chose-là. J'ai vu le tunnel blanc, je me suis senti soulevé, comme ça, le corps soulevé. J'ai vu les médecins en train de m'opérer. D'accord. Et puis, je savais pas dans quel côté je devais y aller, en fait. Je suis Yoann Geroux et bienvenue sur le podcast Face au miroir. Nous sommes aujourd'hui à l'Iceberg, en plein centre de Genève. Mon invité est Philippe qui va nous raconter ses 7 opérations à cœur ouvert et pourquoi sa plus grande souffrance ne venait pas de sa maladie. Philippe, bonjour. Salut Yoann. Comment ça va ? Bien et toi ? Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Martigny jusqu'ici. Merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir, je suis ravi de t'avoir avec nous parce qu'aujourd'hui on va parler plus spécialement de soucis, de gros soucis de santé qui te sont arrivés tout au long de ton enfance et encore jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais juste que tu nous racontes un petit peu ton histoire, ton ressenti, tes émotions par rapport à tout ça. Comment ça a commencé déjà ? Est-ce que tu pourrais m'éclaircir sur le commencement de cette malformation ? Alors, pas de souci. En fait, ma maladie, elle s'appelle la tétralogie de Fallot. En fait, c'est une maladie un peu rare qu'on ne connaît pas spécialement bien. D'accord. Et puis, en fait, c'est un problème de croissance aussi. D'accord. Puis, qui est lié au niveau du cœur ? Au niveau du cœur, oui. D'accord. Et puis, en fait, c'est depuis la naissance, on m'a diagnostiqué cette maladie. Et puis, on ne voulait pas m'opérer tout de suite parce que, en fait, j'étais dans un état très stable. D'accord. Mais quand tu dis depuis la naissance, c'est-à-dire qu'en faisant les tests du moment où tu es né, on a pu voir que tu avais la tétralogie de Fallot ? Oui, d'accord. Ouais, tout à fait, oui. D'accord. Alors, on a attendu 3 mois, après on a attendu 6 mois. On a toujours repoussé parce que j'étais vraiment bien. D'accord. Et puis après, on a attendu 1 année, 3 ans, 6 ans, et puis maintenant 12 ans. Quand vraiment, c'est là que ça a tout commencé en fait. C'est à 12 ans où tu as vraiment ressenti en fait une souffrance, des symptômes qui t'ont un petit peu mis en retrait par rapport à quoi ? À tes capacités physiques surtout, c'était ça ? Capacité physique, oui, en effet, parce que je sentais vraiment que j'arrivais plus à faire comme les autres. En fait, quand j'étais à l'école, j'avais toujours des problèmes d'essoufflement, on va dire. D'accord. Et puis, j'avais pas beaucoup d'oxygène dans le sang. En fait, une personne normale, elle a 96-97% d'oxygène. Et puis moi, à l'époque, j'avais entre 55 et 60% d'oxygène. Waouh. Mmh. Donc pour fonctionner, c'était un peu compliqué. Ouais. Mmh. Surtout en altitude aussi, j'avais pas mal de malaise aussi par rapport à ces problèmes d'essoufflement. Et puis voilà, en fait, je sentais qu'il fallait faire quelque chose à ce moment-là. D'accord. J'aimerais juste revenir un petit peu en arrière avec toi parce que donc tu nais avec cette malformation. Est-ce qu'à un moment donné, ta maman ou ton papa s'en est voulu dans ce processus ? Du moment où on annonce à un maman et à un papa qu'un enfant a une malformation, j'ai des enfants moi-même, donc je pense que j'aurais été sûrement choqué et je me serais demandé s'il y avait quelque chose dans la procédure amenant à la naissance qui aurait pu mal se passer. Est-ce que c'est quelque chose où tes parents se sont posés ces questions-là ? Moi, je pense que plutôt ma maman, elle s'en est beaucoup voulu en elle-même. Et puis mon papa, je le connaissais pas trop parce qu'en fait, il a eu un accident de voiture et puis il est mort quand j'avais 3 ans. Tout jeune, hein. Ouais, je connaissais pas mon papa en fait. D'accord. Par rapport à tout ça. Alors ma maman, elle s'occupait beaucoup de moi et puis oui, je pense qu'elle s'est beaucoup posé de questions par rapport à cette maladie et puis si c'était elle-même qui avait pu être la cause oui. de cette malformation. Oui. Donc en fait, déjà, malformation, après tu perds ton papa à l'âge de 3 ans, donc tu as pu partager très très peu avec lui. Oui.
Et donc, c'est ta maman qui s'occupe de toi pendant tout ce temps-là. Donc, comment... Tu nous as dit qu'à 12 ans, tu m'as dit qu'à 12 ans, c'est là où tu as ressenti tes premiers symptômes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu ailles mieux? À ce moment-là, on a fait la première opération que j'ai passée au CHUV à Lausanne. Et puis, c'était vraiment une très longue opération. Elle a duré entre 8 heures et 9 heures de temps, en fait. Et puis, c'était vraiment une opération, on va dire, essentielle pour la suite. Parce que vraiment, c'était la base pour que j'ai fait une greffe, on va dire. Et puis, c'est depuis là, on n'a pas pu faire en une fois l'opération. D'accord. Donc, on a dû refermer. J'étais ouvert sur le thorax. Parce qu'elle a duré combien de temps, la première? Alors, je suis rentré en salle d'opération à 8 heures le matin. Et puis, je suis ressorti vers 9 heures le soir, on va dire. Ah ouais. D'accord. Oui, puis on n'a pas eu le temps de tout finir. J'ai dû attendre une année encore pour faire la suite. Donc, c'était la deuxième opération par après qu'on a pu finir. Ah ouais, c'est quand même du gros boulot. Oui. Et tu vois, moi, ça me fait réfléchir au sens que moi, quand j'avais 12 ans, par exemple, je pensais à quoi? À jouer avec mes amis, à prendre du bon temps en famille. Et j'essaie de me mettre à ta place, en fait. Dans quel état d'âme tu étais à ce moment-là? Quelles étaient tes émotions? Le fait de savoir que tu avais cette malformation et surtout que tu la ressentais, parce que tu le savais que tu l'avais, mais tu n'avais pas forcément eu de symptômes jusque-là. Mais là, d'arriver et de savoir que quelque chose coince à l'âge de 12 ans, comment on se sent? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? En fait, on est très faible et on se sent un peu incompris par rapport aux autres personnes, on va dire. Puis même là, j'étais en école primaire à l'âge de 12 ans. Et puis là, vraiment, j'étais vraiment celui qui était tout le temps derrière les autres aussi. Et puis, oui, et puis on se sent tout le temps un peu à l'écart des autres. En fait, on voit les camarades de classe à côté de moi et tout ça. Et puis, en fait, ils grandissent, ils commencent à grandir. Et puis nous, on reste tout petit, on grandit pas. Et puis, est-ce qu'il y a eu des moqueries à ce moment-là, j'ai connu pas mal de moqueries aussi, oui. Et ça t'a affecté? Quel a été ton... En fait, j'ai eu pas mal de moqueries jusqu'à ma période de l'école professionnelle à Sion. D'accord. Parce que en fait, j'ai eu pas mal de retard dans ma scolarité aussi. D'accord. Et puis, en fait, oui... Par exemple, mon sac à dos, je pouvais pas le porter. Parce qu'il était trop lourd? Il était trop lourd. Et puis à l'époque, il y avait mon frère qui était dans la même école que moi. D'accord. Alors, il me portait tout le temps mon sac à dos aussi. Et puis, il me regardait tout le temps comment j'étais. Puis, tous les autres personnes, en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi je me faisais porter le sac aussi. Parce que... ils comprenaient pas pourquoi j'avais cette maladie, parce qu'on la voyait pas. Cette maladie, on peut pas savoir. On la voit pas sur ton visage. On voit pas si je suis bien ou si je suis pas bien. Oui. Donc les gens ont pu en fait en profiter un petit peu en justement pour se moquer de toi et te faire un petit peu te sentir un peu inférieur. Oui, j'ai connu aussi des groupes où, par exemple, ils étaient à 4 ou 5 tout le temps, et puis on me refusait d'aller dans ces groupes, en fait. D'accord. Parce que on savait que, en fait, avec cette maladie, que j'étais pas quelqu'un qui était le bienvenu, on va dire, dans ces groupes-là. Alors j'étais un petit peu celui qui était tout le temps un petit peu seul et comme ça. J'ai connu aussi ça. Et en grandissant, c'est quelque chose qui t'a vraiment blessé dans ton développement, ou c'est quelque chose où tu as réussi à prendre le dessus et accepter la situation, ou c'est quelque chose aujourd'hui encore que tu ne comprends pas forcément parce que tu étais malade et que c'était pas parce que tu étais une personne méchante ou désagréable ou respectueuse par rapport aux autres gens? J'étais pas méchant parce qu'en fait, je voulais tout le temps être le premier à rendre service pour les autres personnes s'ils avaient besoin d'aide, mais en fait, on voulait un peu juger sans me connaître, en fait. Totalement, ouais. Totalement. Et c'est souvent, malheureusement, le problème dans la vie d'aujourd'hui. Ouais.
Donc, cette opération, donc c'est la première. Tu m'as dit qu'il y en avait une deuxième après. Il y avait une deuxième une année après. Une année après, donc tu Oui. as 13 ans à Oui, ce moment-là. j'ai 13 ans. Oui. Et donc, ta maman, dans ce processus-là, ta famille, en soi, bon, tu as perdu ton papa à l'âge de 3 ans, mais quel est le soutien de tes proches, que ce soit de ta maman, de ton frère? En fait, j'ai eu pas mal de soutien vraiment exceptionnel de la part de toute ma famille que je remercie. D'accord. Et puis, il y a ma maman qui était tout le temps là avec moi. Elle est venue tout le temps à Lausanne. Elle est même restée dans un studio à Lausanne pour rester tous les jours avec moi dans la chambre. Et puis, il y a à chaque fois mes tantes qui sont venues aussi me visiter tous les jours assez régulièrement aussi. Et puis, mon frère est venu aussi tout le temps quand il pouvait. Alors, de ce côté-là, je me suis toujours bien senti avec la famille aussi. Ce qui est important. Ouais. Ce qui est important. Et tu n'avais jamais donc... En soi, c'est pas une maladie où tu peux mourir. Oui. Tu n'as pas eu ces peurs ou ces angoisses de savoir que peut-être demain je ne me réveillerai pas parce que c'est une maladie qui peut en fait amener la mort. Oui. Justement, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Dans les 2 premières opérations, en fait, tellement qu'elle était longue, moi j'étais complètement, je pense, dans le coma, comme ça. Et puis j'ai vu vraiment le tunnel blanc, qu'on parle pas forcément. Ah d'accord. Qu'on parle pas forcément, qu'on connaît pas aussi beaucoup cette chose-là. J'ai vu le tunnel blanc, je me suis senti soulevé comme ça, le corps soulevé. J'ai vu les médecins en train de m'opérer. D'accord. Et puis je savais pas dans quel côté je devais y aller en fait. J'ai vu ma maman c'est à côté sur la table d'opération avec ma tante. Ça c'était un petit peu une chose que je me souviens. Et puis en fait je me rapprochais du tunnel blanc et puis je savais pas de quel côté venir en fait. S'il fallait que je dépasse ce fameux tunnel ou si je devais revenir à la réalité. Et qu'est-ce que tu penses qui s'est passé alors? Je aujourd'hui pense, tu es là, mais oui. comment tu prends Alors je pense une décision à ce moment-là, si tu dois en prendre une, ou est-ce que c'est Oui. juste... J'avais vu je me rappelle que ma maman et puis ma tante, elles arrêtaient pas de pleurer en fait. D'accord. Parce qu'elles savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait mal. Alors, je pense que c'est à ce moment-là que dans ma tête, je Donc sais tout pas... ça, tu l'as visualisé? Ouais, oui. Alors, je pense que c'est ce moment-là que je suis revenu à moi-même, en fait. Incroyable. D'avoir flirté avec le tunnel blanc. Ouais. C'était vraiment une anecdote un peu que je voulais dire justement par cet entretien, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens aussi que peut-être qu'ils ont eu cette histoire et puis qu'ils n'osent pas forcément la dire, mais voilà. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'entend pas forcément très très souvent. Donc quand on continue ton histoire, 13 ans, deuxième opération, et en fait ça s'arrête pas vraiment parce que tu es toujours sous surveillance, tu as des contrôles très réguliers. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, Philippe, tu te dis pas que à quoi me sert cette vie? Quand je regarde autour de moi et que je vois tous ces enfants normaux, entre guillemets, qui n'ont pas de problème de santé, qui vivent le jour, qui ont leurs parents. En plus, toi, tu as perdu ton père très très jeune. Est-ce que la vie donne encore envie à cet âge-là? Ou au moment? Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu as envie de tout arrêter? Est-ce qu'il y a... Franchement, j'ai douté une fois. Autrement, j'ai jamais douté de ma possibilité de vivre encore comme les autres. J'ai douté qu'une fois, c'était aussi à l'école. C'était à l'école professionnelle à Sion, où vraiment ma maman était au courant de cette histoire aussi. Là, t'es plus âgé par contre. Oui, là j'étais plus âgé. Avec quel âge? J'avais, je pense, 15, 16 ans. Ah d'accord, donc ça. c'est pas si... Ouais. D'accord. Alors en fait, je voulais tout arrêter. Je donnais des alertes même à mes professeurs que je voulais sortir de la classe. Je voulais arrêter quoi. C'était en plein dans les cours que j'avais donné les alertes aussi. Mais quand tu dis arrêter, c'est arrêter quoi? Je voulais sortir de l'école et puis je voulais, aller... médicaments ou... en finir avec ta vie? Oui. Là, c'était vraiment une alerte. Pendant les cours, j'avais ça dans la tête. Ah, c'est vrai? Ouais, j'avais ça dans la tête et puis j'avais trouvé une excuse auprès d'un de mes professeurs pour dire que je voulais aller aux toilettes ou quelque chose comme ça.
Et puis c'est vraiment là que, après on me cherchait, ma maman elle était mise au courant par téléphone aussi qu'il se passait quelque chose de vraiment louche, on va dire. Et puis voilà. Et donc c'est arrivé qu'une seule fois par Qu'une contre. seule fois, ouais, oui. Et tu sais pourquoi? Est-ce que c'était le ras-le-bol ou c'était l'accumulation de toutes ces choses-là? Parce que pourquoi ce jour-là et pas un autre alors que tu vivais Je pourtant pense que c'était aussi ces choses-là tout le temps? Je pense que c'était aussi par rapport au lieu où j'étais. Je sais pas, l'école à l'époque, ça me disait rien du tout. Alors, je pense que c'était aussi par rapport aux camarades de me montrer que j'existe aussi, en fait, on va dire. Ou je sais pas comment expliquer. Waouh. Waouh. C'est impressionnant hein, quand on pense que, déjà comme je le disais avant, 16 ans, 15 ans, bah, par exemple, moi je partais pour Londres sans me soucier de quoi que ce soit au niveau de ma santé et que d'autres personnes se battent pour leur santé et même pensent mettre fin à leur jour parce que justement à cause du regard des autres et le fait de ne pas forcément être accepté. Donc Dieu merci tu es avec nous aujourd'hui pour nous raconter tout ça. Mais donc la procédure continue. Oui. Tu grandis. Oui. Tu évolues. J'évolue aussi. Tu comprends certaines choses du passé qui te font être qui tu es aujourd'hui. Mais tu pourrais m'expliquer un élément, par exemple, une rencontre, quelqu'un qui t'a vraiment soutenu et aidé jusqu'à aujourd'hui? Alors, en fait, vraiment, pour me redonner un peu confiance en moi, je suis passé aussi par des kinésiothérapeutes pour vraiment expliquer les problèmes que j'ai eus. D'ailleurs, je sais que ça fait beaucoup de bien d'en parler aussi avec ces personnes-là. Alors, j'ai pas hésité de passer par des personnes. Il y a aussi beaucoup de soutien. J'ai pu rencontrer ma femme maintenant. D'accord. Ouais. Comme ça? Ouais, comme ça, oui. Ok. Ouais, ça fait en 2010, j'ai pu rencontrer ma femme. On est mariés depuis une année aussi. Magnifique. Mais ça fait 10 ans que vous connaissez. 10 ans qu'on se connaît, oui. Et donc, elle a été mise au courant de tes problèmes, bien sûr, de santé. Elle a tout accepté, mes problèmes de santé. Elle m'a compris. Elle m'a accompagné pour tous les moments, par exemple les contrôles médicaux que j'ai dû passer encore par la suite. Et puis depuis là, je sens que je suis accompagné. C'est magnifique. Comme quoi l'amour. Oui. Mais maintenant, quand on parle de ça et qu'on sait que au total, on va dire que la totalité, tu as eu 7 opérations. 7 opérations, oui. Les plus longues étaient au début. Au tout début, oui. Mais est-ce que le fait de à chaque fois repasser sur une table d'opération, même aujourd'hui, peut-être que tu dois en avoir une dans quelques temps? Dans quelques temps, normalement, parce que en fait, on doit changer quelque chose dans mon corps qui dure environ 25 ans. Alors, c'était lors de mes 2 premières opérations, c'était en 1999. Alors, je pense que c'est pour bientôt, en fait. Mais est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce parce qu'on a déjà eu 2 ou 3 ou 4 ou 5, on est prêt ou on n'est jamais vraiment préparé au fait d'avoir une opération? Est-ce que c'est quelque chose qu'on accepte ou c'est quelque chose qu'on subit? Moi, j'ai tout le temps accepté les opérations, en fait, on va dire. Puis même après la 3e ou la 4e, c'était presque un plaisir d'y aller, en fait. Un plaisir. Pourquoi ça? Parce qu'on est habitué, on sait où c'est qu'on doit aller, comment faire l'opération. On sait comment ça marche, un petit peu. Alors, moi, ça m'a plus du tout fait quelque chose d'y aller, en fait. D'accord, intéressant. Ouais. C'est vrai que bon, moi j'ai eu quelques opérations aussi, mais autres que toi, c'est quelque chose que je n'ai jamais apprécié. Honnêtement, les opérations, c'est quelque chose que j'en ai carrément un petit peu peur, disons. C'est plutôt, pour venir aux opérations, c'est pas vraiment le fait d'y aller que ça me posait un problème, c'est quand je me réveillais après l'opération. Que c'est tout le temps un petit peu douloureux ou qu'on se sent pas bien quelque temps, et puis mais autrement le reste, c'est... Et tu n'as jamais eu cette crainte que une opération pouvait mal se passer? Par exemple, tu as eu à un moment donné cette vision de partir, mais est-ce que tu n'avais pas forcément peut-être
cette, cette prédisposition, on va dire un petit peu ces craintes qu'une opération puisse mal se passer? À part les 2 premières, non. Jamais. Après, non. Non. Plus jamais. du tout. Non. Je savais que c'était quelque chose qu'il fallait faire, et puis après, je laisse entre les mains de ma médecine, et puis, mais j'ai jamais eu peur d'avoir quelque chose par la suite, ou de jamais me réveiller par la suite. D'accord. Ouais. Et donc aujourd'hui, après, on va dire après tout ça, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qu'est la vie de Philippe? Qu'est-ce que Philippe peut faire et ne pas faire? Qu'est-ce qui peut mettre Philippe en danger ou pas? Alors par exemple, le sport, je dois faire un petit peu à ma façon, on va dire. Par exemple, je dois tout le temps faire des pauses entre deux. Je dois tout le temps reprendre ma respiration entre deux. Je dois contrôler mon corps, en fait. Comment il réagit par rapport aux efforts physiques et tout ça. D'accord. Mais maintenant, aujourd'hui, je sais comment me contrôler pour que ça aille bien, en fait. D'accord. Et tu as un programme, les médecins te donnent des recommandations que tu dois respecter par rapport à ça, ou tu vis en fait maintenant presque une vie normale, mis à part des contrôles que tu dois faire assez souvent? Je vis une vie normale, mais ouais, j'essaie de faire un petit peu de sport quand même pour garder la mise en forme un peu. D'accord. Mais autrement, j'ai pas de programme par des médecins comme ça. D'accord, ok. Est-ce que tu pourrais, Philippe, s'il te plaît, vraiment encore me préciser qu'est-ce qu'est la tétralogie de Fallot, pour qu'on puisse vraiment avoir une idée que ça s'attaque directement à un organe très très important de notre corps, et juste qu'on puisse avoir une idée bien précise de qu'est-ce que ça veut dire. Alors en fait, la tétralogie de Fallot, c'est une maladie rare, que ça touche une naissance sur 4000. Et puis c'est vraiment quelque chose qui affecte la croissance des gens. D'accord. Et puis c'est juste quand on a des problèmes d'essoufflement, qu'on n'arrive pas beaucoup à respirer. Je sais pas. D'accord. Donc c'est pas plus que ça en fait. Non, c'est pas vraiment. C'est pas plus que ça. Ouais. Mais pour arriver à une finalité correcte, t'as quand même dû passer 7 fois. Ouais. Sur la table d'opération. Mm-hmm. Incroyable. Et au niveau de la... Moi, j'ai envie de rebondir sur justement sur cette persévérance que tu as. Même si tu es jeune et que tu ne réalises pas forcément tout ce qui nous arrive, parce que je pense qu'un impact, on a souvent, je dirais, un âge où on arrive à comprendre, avoir une compréhension de ce qui se passe. Qu'on arrive vers 18, 19, 20, on arrive à comprendre quel est notre chemin, on commence à se découvrir nous-mêmes. Mais toi, à cet âge-là, de persévérer et de te dire que la vie continue, et que pourtant, tu n'étais pas bien à l'école, que oui, il y avait ta maman et il y avait ton frère, mais quelle a été cette force mentale? Qu'est-ce qui a fait que Philippe s'est dit « je ne me laisserai pas anéantir » ? Je me dis que j'ai encore beaucoup d'années à vivre, et que j'avais que 15-20 ans. Alors je me suis dit qu'il y avait pas mal d'années qui vont suivre. Alors je me suis pas laissé fait avoir par ça. Je me dis que la vie, elle est belle aussi, qu'il faut profiter de ce qui va arriver après. Alors j'essaie de voir le futur et puis pas le passé. Voilà. Totalement. Mais ce passé qui t'a quand même, on va dire aujourd'hui, fait grandir et qui te donne une certaine force pour le futur. Oui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Donc tu travailles Je travaille à Sion depuis 2005, dans un bureau, dans une assurance pour l'État du Valais. D'accord. Oui. Et le fait de parler de cette malformation t'affecte, ou c'est quelque chose que tu acceptes totalement? Aujourd'hui, j'accepte totalement cette malformation. Je parle vraiment comme ça. Ouvertement? Ouais, ouvertement. Même avec les gens qui me posent des questions, je leur réponds assez volontiers. Même si c'est pour aider pour eux, comme ça. Mais avant, par contre, pas? Avant, j'essayais de quand même garder un peu pour moi, en fait.
Pourquoi? Parce que j'arrivais pas à parler de cette maladie, comme ça. Tu en avais honte? Un petit peu, oui. Honte de quoi? D'être différent, d'être faible, de ne pas pouvoir fonctionner au même niveau que les autres? Un peu de tout, d'être faible, d'être pas comme les autres, de pas pouvoir vivre correctement. Oui, ouais, de tout ça, en fait. D'être un petit peu aidé, d'avoir justement, comme tu disais, ton frère qui te portait ton sac, et je pense d'autres choses qui faisaient que tu faisais pas partie de la norme. Et souvent, c'est clair que c'est difficile à accepter. Oui. Très bien, Philippe. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte. Toujours, comme j'ai dit, moi j'ai eu quelques opérations, mais c'était plus dû à mon travail. Mais quand on est avec une malformation, c'est clair que c'est un peu compliqué. Et j'aimerais juste revenir encore sur quelque chose qui a eu un impact, oui et non, parce que tu me dis que tu t'en rappelles pas, mais avec ta maman, est-ce que elle a pu te parler de ton papa, de te dire que le parcours que tu parcourais à ce moment-là était, il serait fier de toi, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a pu partager avec toi en disant qu'il n'est pas là, mais aujourd'hui il serait fier de voir de la manière dont tu persévères pour essayer de régler cette malformation? Oui, alors moi en fait, je lui ai pas trop posé des questions par rapport à mon papa, comment si il serait fier de moi comme ça, parce que j'ai un petit peu de mal quand même à accepter qu'il soit plus avec nous en fait. Ce qui est compréhensible. Mais oui, je pense qu'il doit être fier de moi quand même, de là-haut, oui, en fait. C'est sûr, c'est sûr. Et j'espère que tu es fier de toi aussi. Oui, de toute façon, je suis fier de moi, oui. Très bien. Ma question que j'aurais encore, c'était de savoir si aujourd'hui, les gens peuvent avoir justement ce regard un petit peu différent sur toi. Tu m'as dit que tu avais 34 ans. Sur ton physique. Et on en a parlé justement ouvertement tous les deux. Tu m'as dit que quand on me voit, on dirait pas que j'ai 34 ans. Est-ce que c'est quelque chose dû au fait, bien sûr, de ta malformation qui aujourd'hui peut t'affecter dans la vie de tous les jours? Est-ce que les gens te prennent comme un gamin ou est-ce qu'au travail, on peut te prendre justement comme un stagiaire parce que tu as l'air plus jeune que tu l'es? Et est-ce que c'est quelque chose qui t'affecte ou c'est quelque chose que tu as totalement accepté? Alors, tout à fait, oui. Concernant justement l'âge que je ne fais pas, les 34 ans, ça c'est quelque chose que je sais que ça reste en moi parce que j'arrive pas à accepter. Par exemple, je sais que les gens, ils pensent que j'ai 15 ans ou j'ai 16 ans, mais je pense que c'est dû à la maladie en fait. D'accord. Par rapport à la croissance aussi. Tout à fait. Mais après, je pense que s'il y a des gens qui me posent la question, je sais que j'ai pas de honte à dire que j'ai 34 ans. Et puis, si jamais je leur explique vraiment les détails par rapport à cette maladie, que ça vient de la maladie, puis pas d'autre chose. Ils comprendront. Comprendront. C'est vrai qu'il y a toutes ces questions qu'on se pose par rapport à ce genre d'opération. Donc, tu as rencontré ta femme quand tu avais 24 ans. Oui. Tu avais subi combien d'opérations à cet âge-là? Là, déjà, les 7. Les 7 déjà? Oui. Donc, c'est une question un peu personnelle, mais donc tu as des cicatrices? Oui. Tu dois en avoir beaucoup? J'en ai une ici au thorax. J'ai des draps encore qui sont bien visibles. D'accord. Et puis j'en ai une ici sur le côté droit. D'accord. Et puis j'en ai une encore sur le côté gauche. Et puis en fait j'ai encore une marque ici. C'est quand on m'a fait la perfusion. Ça coulait sur les côtés et puis c'est resté comme ça. La perfusion elle était là. Ouais. Et puis ça coulait sur le côté aussi. Donc ça t'a brûlé un petit peu? Ouais, ça m'a brûlé, puis après j'avais une grosse croûte, et puis ça s'est enlevé. D'accord. Ouais. Donc, tu rencontres ta femme, vous avez 24 ans. Oui. Logiquement, quand on est en couple, il y a quand même des échanges physiques qui se font. Comment ça se passe pour toi quand tu sais que ton corps est marqué avec beaucoup de cicatrices? Est-ce que c'est un moment que tu appréhendes ou est-ce que c'est quelque chose que tu as parlé avant et tu t'es préparé?
Ou c'est une grande surprise pour ta femme à ce moment-là? Alors en fait, pour vous dire un petit peu, la rencontre avec ma femme, c'était sur un réseau social en fait. D'accord. On se connaissait depuis une année. Déjà avant qu'on se rencontrait, on n'arrêtait pas de discuter sur le réseau social. Et puis c'est là que j'ai eu le temps un peu d'expliquer mes problèmes de santé. Et puis elle a tout de suite accepté, elle m'a posé pas mal de questions sur ça. Alors après une année, on s'est rencontrés. Et puis après, ça s'est fait naturellement. Mais il y a pas eu de... Donc le fait de pouvoir en discuter avant, ouvertement, est une chose. Mais le fait de voir physiquement la chose devant soi est quand même une autre chose. Est-ce que ça a été tout de suite accepté? Et est-ce que toi, surtout, t'aurais pu avoir honte? C'est clair qu'au début, j'avais un petit peu honte de lui montrer un peu toutes ces cicatrices parce que je savais que, en fait, peut-être qu'on ne voulait pas forcément voir ces choses-là quand on est en couple avec quelqu'un. Mais ça a mis du temps aussi pour que je me montre en fait le corps à ma femme. Peut-être dans les 2 semaines ou 3 semaines après la rencontre, en fait. D'accord. Oui. Parce que je voulais garder un peu pour moi-même et puis je voulais pas montrer tout de suite aussi. Donc même le fait d'en avoir parlé, tu n'étais pas forcément confortable. Non, j'étais pas... Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant. De se dire que bah oui, on doit se donner à quelqu'un, mais on n'accepte pas forcément son corps. Donc c'est là justement qu'il y a un travail encore personnel qui se fait, en plus que de partager quelque chose avec une tierce personne. Ouais. Et donc aujourd'hui, par contre, c'est quelque chose qui est totalement anodin et accepté dans votre vie de couple. Alors aujourd'hui, pas de problème. Je peux même montrer à tout le monde et puis ça me dérange plus. Et puis même en fait, pour moi, c'est que des cicatrices en fait. C'est pas quelque chose qui me perturbe pour montrer. Donc au jour d'aujourd'hui, tu es totalement, tu t'acceptes totalement, tu es totalement bien avec toi-même. Oui. Il n'y a pas j'ai pas envie de dire des regrets, mais il n'y a pas d'antécédents mineurs qui pourraient faire que tu aies encore quelques séquelles par rapport à ce qui s'est passé. Non, pas du tout. Donc si tu pouvais aujourd'hui ou si tu devais te regarder dans un miroir, c'est vrai que ça va faire un petit bout. Si je te dis à 12 ans et aujourd'hui, quels sont les éléments clés qui font ta personnalité, Philippe? Je pense que c'est d'être resté moi-même et puis d'avoir pris conscience de cette maladie. Et puis après, que j'ai réussi à prendre confiance en moi, en fait. De ne jamais douter, d'avoir justement cette persévérance pour continuer. Très bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu as envie de rajouter qu'on aurait oublié de... Oui, alors pour les gens qui ne savent pas encore, en fait, lors des dernières opérations, on m'a mis une valve aortique. Une valve aortique, qu'est-ce que c'est? C'est une petite valve qui fait comme une montre, une bouille d'une montre. D'accord. Et puis ça fait clic, 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 comme ça. Et puis d'ailleurs, on ne sait pas trop si on entend ce bruit, si c'est vraiment une montre ou si d'où ça vient, comme ça. Donc on pourrait être assis ici et je pourrais entendre ce bruit-là? Oui, si on n'entend rien du tout, qu'il n'y a pas de bruit, que si je suis un petit peu stressé ou énervé ou comme ça, on entend facilement le clic. Ah, mais c'est seulement si tu es énervé ou stressé? Oui. Pourquoi? Je pense que c'est mon corps qui travaille et puis... ouais. D'accord. Merci Philippe. De rien. J'aurais une petite... Encore, qu'est-ce qu'on pourrait... si on devait te souhaiter quelque chose pour la suite, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Je vois déjà que tu es de toute façon un guerrier après avoir eu cette opération. Tu es là devant nous, devant moi et tu en parles avec honnêtement une aisance assez incroyable. Mais qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour la suite? Franchement, que du bonheur. Puis que ça aille de toute façon du bon côté. Et puis prendre les choses comme elles viennent. Et puis voilà. Tu es un amoureux de la vie, à ce que je vois. Donc profites-en. Merci beaucoup. Merci Johan. à toi.